Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. D'abord, un résumé de nos informations. Le dollar, depuis ce matin, remonte. À Paris, il cotait 4 francs 10, après être descendu vendredi à 3,93. Les États-Unis soutiendront probablement leur monnaie. M. Bouteflika, ministre algérien des Affaires étrangères, estime que ses entretiens à Paris se déroulent bien. Il a invité le président Pompidou à se rendre en Algérie. Le président de la République a reçu l'hommage et la redevance des valets d'Andorre, dont il est le coprince français. À Moscou, M. Giscard d'Estaing a signé le traité de coopération franco-soviétique. Watergate, M. Mitchell, ex-ministre de la Justice, estime que le président Nixon n'était pas au courant que l'on chercha à étouffer le scandale. Fusion Égypte-Libye, les choses ne vont pas toutes seules, loin de là. Tour de France, Cagna conserve le maillot jaune. Et nous apprenons au dernier moment que M. Alain Krivine, dont la mise en liberté avait été accordée par le juge, ne sera pas libéré demain. En effet, le parquet avait appel et maintenant la chambre d'accusation doit se prononcer dans les 30 jours. Mais nous commencerons par l'aménagement de la région parisienne. Le quartier de la Défense, au haut de la montée qui commence au pont de Neuilly, va être couronné par des immeubles miroirs. Vous les découvrirez bientôt depuis l'Arc de Triomphe, dans la perspective de l'avenue de la Grande Armée. Plusieurs projets, en vérité, avaient été soumis. Les pouvoirs publics ont retenu celui de l'architecte Émile Aillot. M. Olivier Guichard, en donnant l'information aujourd'hui, a également annoncé des mesures destinées à freiner à Paris la construction de bureaux. Paris n'est plus tout à fait Paris. Envahi par l'automobile, jusque sur ses trottoirs, malade de bruit, de gaz d'échappement, le charme de Paris s'étiole au fil des quais transformés en voies express. Et puis, les Parisiens eux-mêmes doivent souvent aller habiter la banlieue, s'ils veulent trouver des logements confortables à un prix raisonnable. Un peu partout, les immeubles de bureaux prolifèrent, prenant la place des immeubles d'habitation. Tout cela contribue à changer l'atmosphère de Paris. Les promoteurs, les agents immobiliers qui construisent ces bureaux ne semblent pas ressentir cet état de choses. Le quartier des Champs-Élysées reste tout aussi animé le soir, si ce n'est plus. Par contre, certains quartiers d'habitation, comme le 16e arrondissement, qui sont des quartiers à vocation d'habitation, à part certaines artères, sont aussi peu peuplés dans la journée et très peu peuplés le soir. Donc je ne pense pas, si vous voulez, que le développement des opérations de bureaux dans certains quartiers soit de nature à faire perdre une âme à Paris. Tout au plus peut-elle faire évoluer cette âme dans un certain sens, qui n'est pas forcément un sens mauvais. Pourtant, le gouvernement a décidé de limiter l'expansion des bureaux à quelques quartiers, Gare de Lyon, Saint-Lazare et La Défense. Pour cela, les promoteurs seront contraints de construire 3 mètres carrés de logement pour 1 mètre carré de bureaux. C'est l'un des moyens destinés à favoriser la construction de logements sociaux dans la région parisienne. C'est l'un des moyens d'éviter de transformer Paris en Manhattan comme à New York ou en City comme à Londres. Là également, les agents immobiliers émettent quelques réserves sur ces nouvelles dispositions. Le résultat immédiat ne sera pas une baisse des prix, une plus grande facilité pour faire des opérations d'habitation qui resteront chères. On a rarement vu le prix en matière immobilière diminuer, mais on aboutira à une limitation des bureaux, certainement au profit des villes nouvelles, des opérations de grande banlieue, de la province, avec comme résultat une hausse des prix des bureaux existants et probablement un manque à terme plus ou moins court des bureaux disponibles à la vente ou à la location. C'est certainement pour Paris la dernière chance à saisir immédiatement. 55 mètres de haut, façade incurvée, le quartier de la Défense aura pour symbole 2 immeubles miroirs dessinés par l'architecte Émile Aillot. Ils seront situés dans l'alignement de l'avenue de la Grande Armée. J'ai remarqué à Odeillo, où je suis allé dans le midi, 2 miroirs solaires dont l'effet plastique était si puissant qu'il me semble être de nature à être utilisé dans de l'architecture. Là-bas, ils sont faits pour porter à 4000 degrés à un certain point focal. Ici, il s'agit d'éviter ces choses-là, choses faciles à faire, et de conserver l'image merveilleuse que ces miroirs à Odeillo faisaient de tout le paysage.
ce serait d'offrir à la ville une double image d'elle-même, un miroir est blanc, l'autre noir, ce que qu'on verra passer de l'un à l'autre, le nuage qui blanc est là devient gris ailleurs. En somme, si je comprends bien, il y aura deux Paris. M. Mitterrand a demandé dans une question écrite adressée au Premier ministre la convocation d'une session extraordinaire du Parlement afin, je cite, de l'informer de l'évolution de la crise monétaire et de lui exposer la politique qu'il entend promouvoir avant les prochaines échéances internationales. Le juge Bernard, chargé de l'instruction du dossier de M. Alain Krivine, écroué à la prison de la Santé, a ordonné au début de l'après-midi sa mise en liberté. Mais le parquet, le procureur de la République, a fait appel de cette décision. M. Krivine ne sera donc pas libéré demain. C'est la chambre d'accusation de la Cour de Paris qui doit statuer. Elle doit statuer le plus rapidement possible et, dit le Code de procédure pénale, dans les 30 jours maximum, mais il est probable qu'elle statuera bien plus tôt. Relations internationales, M. Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, hôte à déjeuner de M. Mesmer, estime que la coopération franco-ivoirienne est exemplaire, que les accords Paris-Abidjan doivent certes être adaptés aux temps actuels, mais cela se fera dans un climat d'amitié. M. Bouteflika, ministre algérien des Affaires étrangères, en visite officielle en France depuis hier, a été reçu aujourd'hui par le président de la République et par M. Mesmer. Cette seconde journée de voyage officiel était, par les rendez-vous même qu'avait M. Bouteflika, la plus importante. Ce matin, le ministre algérien a été reçu par M. Pierre Mesmer. En fin d'après-midi, il était reçu pour la seconde fois par M. Jobert, mais auparavant, il avait eu un entretien avec le président de la République, M. Georges Pompidou. Nous avons liquidé les contentieux du passé et la France a des moyens considérables. L'Algérie représente des potentialités non négligeables. Monsieur le ministre, est-ce la relance de la coopération? J'ai cru comprendre que la coopération n'a jamais été ralentie, que les relations ont été toujours bonnes. Je crois vous avoir dit cela hier. Elle pourrait devenir excellente parce que partant de nouvelles bases, avec des perspectives extrêmement ambitieuses d'ailleurs, aussi bien pour la région à laquelle nous appartenons que pour la France et l'Europe. Est-ce que le président Boumedienne va venir ici? N'oubliez pas, vous aurez une Pardon? conférence de presse Le président demain. Boumedienne va-t-il venir ici à Paris? Ah, je sais que j'ai remis un message du président Boumedienne au président de la République française et qu'en particulier, il y a dans ce message une invitation du président Boumedienne au président de la République française à visiter l'Algérie. Pensez-vous qu'il répondra affirmativement? Je ne crois pas qu'un président de la République française puisse avoir des restrictions mentales à l'égard du peuple algérien, de son gouvernement ou de l'Algérie. À un autre moment de la journée, un homme en costume d'apparat est venu à l'Élysée apporter à M. Pompidou 2 fois 960 francs. Pourquoi 2 fois? Eh bien, parce que la visite n'a lieu qu'une fois tous les 2 ans et qu'il doit apporter cet homme une redevance fixe de 960 francs par an. Il s'agit de la questia, qui est une somme fixe par laquelle la principauté d'Andorre remplace le don symbolique d'une demi-brebis que, depuis 700 ans, Andorre doit à ses 2 coprinces, l'évêque d'Urgell en Espagne et le président de la République française. Et la garde républicaine, tout sabre dehors, rendait les honneurs à la délégation andorrane que menait le syndic général des Vallées, le très illustre Villa Iriba. Il portait le témoignage d'allégeance de ses compatriotes à M. Pompidou, président de la République française et coprince d'Andorre, héritier en l'espèce des comtes de Foix, puis des rois de France, qui furent, depuis longtemps et dès avant la République, seigneurs en pareillage des Vallées. Serment de fidélité fait sur le crucifix. De son côté, l'évêque d'Urgell doit toucher 2 fois 450 pesetas. Je vous donne les montants au cours du jour, mais bien entendu, à notre époque, on ne saurait jurer de rien. M. Giscard d'Estaing a signé aujourd'hui à Moscou l'accord décennal de coopération économique entre la France et l'Union soviétique avec M. Patolitchev, ministre du Commerce extérieur soviétique. M. Giscard d'Estaing avait proposé le lancement, a-t-il dit, je reprends ces termes, d'une nouvelle génération de grands projets franco-soviétiques, notamment la mise sur pied de 5 ou 6 usines de technologie avancée et à fort potentiel d'exportation. Le texte signé aujourd'hui en fin d'après-midi et que nous analyserons demain comprend 5 points. Les projets français pouvant intéresser l'URSS, les projets soviétiques, les projets réalisables en commun, les produits que la France désire vendre et les produits que l'URSS veut nous vendre.
J'en viens maintenant à la crise du dollar. Depuis ce matin, il remonte, ce qui ne veut pas dire du tout, malheureusement, que l'affaire ait été réglée. Mais tout porte à croire qu'à la suite de l'accord conclu avant-hier dimanche à Bâle, Washington viendra au secours de sa monnaie. Patrice Duhamel, dites-nous quelle est la température. La température baisse, si je comprends bien, oui. Nous avons des ennuis avec le dollar. Vous voyez, les Américains ne sont pas les seuls, oui. Je passe à Watergate. Merci. Alors, le dollar, on verra tout à l'heure, mais en tous les cas, je vous rappelle ce que je vous disais en commençant, que le dollar, qui était à 3,93 vendredi, est remonté aujourd'hui à 4 francs 10. Nous en venons donc maintenant à Watergate. M. John Mitchell, l'ancien ministre de la Justice du président Nixon, a été interrogé aujourd'hui par la commission sénatoriale d'enquête. Il a reconnu avoir participé, jusqu'à un certain point, dit-il, aux tentatives d'étouffement du scandale, mais selon lui, le président Nixon n'était pas au courant des dites tentatives. D'autre part, M. Mitchell a nié à avoir approuvé des projets illégaux d'espionnage politique pendant la campagne présidentielle. Denis Poncet nous en dit plus. Si le président est innocent, nul mieux que John Mitchell ne pourra le confirmer. S'il est coupable, eh bien John Mitchell sera sûrement le dernier à le reconnaître devant la commission d'enquête du Sénat. Tel est, à l'issue des premières heures de la déposition de ce témoin vedette, le sentiment qui prévaut dans les milieux politiques de Washington. Un sentiment qui, en fait, confirme les prévisions de ces dernières semaines. Pourtant, John Mitchell constitue peut-être le cas humainement le plus tragique de toute cette affaire. À 60 ans, c'est un homme brisé. Déjà inculpé dans l'affaire Vesco, ce financier véreux qui avait tenté d'échapper aux poursuites judiciaires en contribuant de fortes sommes d'argent au comité pour la réélection du président, l'ancien ministre de la Justice, celui qui fut l'un des avocats les plus brillants de New York, ne peut même plus pratiquer le droit. Virtuellement prisonnier de son appartement de la 5e avenue, qui est encerclé jour et nuit par les journalistes, il a pratiquement perdu également sa femme, la bouillante Martha, celle qui, au temps de sa splendeur, n'hésitait pas à réveiller les journalistes au milieu de la nuit pour leur faire part, en termes souvent très peu académiques, de sa hargne à l'égard de telle ou telle des personnalités politiques les plus en vue de Washington. Les témoins qui ont déposé jusqu'à présent ont souvent reconnu en tout ou au moins en partie leur responsabilité dans cette affaire. Mitchell, lui, dit qu'il n'a commis aucun acte illégal. Bien plus, quand il était le patron du comité pour la réélection du président, il s'est opposé à plusieurs reprises au vaste plan de sabotage électoral préparé par un certain nombre de ses adjoints. Quand on lui avance qu'après tout, il a démissionné 15 jours à peine après l'affaire de Watergate de ses fonctions de dirigeant du comité pour la réélection du président, il dit « ce n'est pas un aveu, c'est simplement parce que Martha, toujours elle, me menaçait de divorcer si je ne renonçais pas à la politique. » Enfin, contrairement toujours au précédent témoin, Mitchell se refuse absolument à impliquer le président. Nous en venons maintenant à la crise du dollar. Le film que nous voulions vous montrer va passer sur vos écrans. Je vous rappelle que tout porte à croire qu'à la suite de l'accord d'avant-hier à Bâle, Washington viendra au secours de sa monnaie. Et je demandais à Patrice Duhamel quelle est la température. J'espère que cette fois-ci, il peut nous la donner. Le malade se porte légèrement mieux, mais son état inspire toujours des inquiétudes. Tel est le bulletin de santé du dollar que l'on pourrait dresser ce soir. Sur toutes les places financières occidentales, comme ici à Francfort, la monnaie américaine a repris un peu de vigueur. À Paris, le dollar valait presque 4 francs 10 contre 3 francs 91 hier, soit une hausse de 5%. Pourquoi cette remontée? D'une façon générale, on pense que les États-Unis sont maintenant résolus à enrayer la chute de leur monnaie. La panique des milieux financiers, les craintes des industriels, l'avertissement sans frais lancé par les pays producteurs de pétrole et surtout les appels répétés des capitales occidentales ont fini par sensibiliser les dirigeants américains. Cette intervention n'est pas encore officielle, mais en laissant planer un doute, on empêche les spéculateurs de profiter une nouvelle fois des soubresauts monétaires. Tout cependant porte à croire que la décision, d'ordre politique, a été prise. Sauf nouveau coup de théâtre, les ministres des Finances pourront donc préparer plus tranquillement leur réunion de Washington des 30 et 31 juillet prochains. Et cette fois, chacun semble l'avoir compris, les déclarations de principe devront céder la place à des discussions concrètes permettant de mettre enfin en chantier une réforme de fond du système monétaire. À l'appui de ce que Patrice Duhamel vient de vous indiquer, nous apprenons à l'instant que les États-Unis viennent d'accepter que les Européens et les Japonais leur accordent des prêts pour les aider à soutenir le dollar. Ces nouveaux prêts s'élèvent à plus de 6 milliards de dollars. Cette décision aura sans doute un effet positif
sur la situation de la monnaie américaine. Proche-Orient, certains s'attendaient pour le 1er septembre à la fusion entre l'Égypte et la Libye. L'événement avait été annoncé officiellement à maintes reprises. Or, au cours de son récent voyage en Égypte, le président libyen, le colonel Kadhafi, ne semble pas être arrivé à convaincre le Caire. Bref, le projet de fusion pourrait être remis en cause. Pour quelles raisons et alors quelles en seraient les conséquences? Voici les explications que nous pouvons vous donner. Le colonel Kadhafi avait l'habitude de qualifier la fusion entre son pays et l'Égypte de paradis. De son propre aveu, c'est aujourd'hui un paradis perdu. Son intransigeance n'a guère séduit Anwar el-Sadat, et 17 jours après être arrivé triomphalement au Caire, Kadhafi est rentré à Tripoli d'une façon pour le moins discrète. C'est au cours des entretiens qu'il a eus à Alexandrie avec de nombreux responsables égyptiens que les différends se sont accentués, ces derniers jugeant trop hâtive l'union des deux pays. La Libye est prête à sacrifier sa richesse, mais non sa révolution, a souligné à de nombreuses reprises le chef d'État libyen. C'est justement là où le bât blesse. L'Égypte accepte cette fabuleuse richesse, mais comme l'a dit Sadat, le peuple égyptien ne peut accepter de sacrifier la démocratie pour le maintien du socialisme. Divergences politiques donc, il y en a d'autres, l'URSS et la religion islamique constituant les principaux écueils. Peut-on conclure qu'il n'y aura pas de fusion le 1er septembre, de fusion totale, certes vraisemblablement pas, une union partielle plus certainement, les deux pays croyant plus sages de laisser à l'avenir de décider de leur totale intégration. Péchiné, la grève de l'usine d'aluminium de Noguer près de Pau se poursuit depuis 18 jours. La CGT préconise la reprise du travail et l'ouverture de nouvelles négociations sur le réemploi du personnel. La CFDT veut continuer la lutte, ce qui étendrait sans doute le conflit à d'autres entreprises du complexe industriel de Lac. Sport, eh bien, Ocaña conserve le maillot jaune dans le Tour de France et c'est Lopez Carril qui a gagné l'étape. Georges Moustaki, c'est un auteur, un compositeur, un musicien à succès et il occupe cependant une place tout à fait particulière dans le monde artistique français, dans le monde du music hall, une place à laquelle il tient puisqu'il vient de faire paraître chez Stock un livre où les procédés et les méthodes de ce que l'on appelle le show business sont vigoureusement mis en cause. Georges Moustaki. Georges Moustaki, 2 fois en vitrine, avec un disque, avec un livre. Un peu brésilien, le disque, assez polémique, le livre qui s'appelle Questions sur la chanson. Nous sommes des enfants d'hier qui n'ont pas encore grandi. Nous tirons encore la langue et nous faisons beaucoup de bruit. Mais c'est un disque qui a commencé au Brésil, c'est pour ça qu'il est imprégné de Brésil. Parce que le Brésil est un bain de musique avant tout, un bain de musique, de sexualité et d'autres choses, mais tout commence par la musique. Nous jouons avec des guitares et nous écrivons des chansons. Sournoisement, il se mêle soit des rythmes, soit des ambiances que j'ai amenées de là-bas. Nous fumons des herbes bizarres qui poussent autour de la maison. Vous en êtes revenu tout de blanc vêtu. Oui. Ça, c'est une révélation que m'a fait connaître Jorge Amado, l'écrivain brésilien. Il m'a emmené chez une mère des saints, qui est une sorte de prêtresse, qui sert la religion du Candomblé, qui est une religion afro-brésilienne. Et il y a toute une panoplie de saints merveilleux qui se marient entre eux, qui ont des enfants, qui aiment la mer, qui aiment manger, qui aiment chasser, qui aiment l'amour, qui aiment les fruits. Ils ont chacun des caractéristiques très, très sensuelles et très concrètes. Et alors vous, votre saint? C'est, appelons-le l'orisha, ce sont des orishas. Des saints, c'est Oshala jeune. C'est lui qui est habillé en blanc. Alors pour lui plaire, je m'habille en blanc le plus souvent possible. Et quand je ne peux pas m'habiller en blanc, faute de vêtements blancs de ma garde-robe, je mets juste un collier blanc que m'a donné ma fille brésilienne, parce que les saints ont des filles. C'est pourquoi le monde littéraire, étonné, l'a vu signer son livre en collier et sandales blancs. Il semblait un Iroquois, non, plutôt un Indien Jivaro, venu à Paris réduire les grosses têtes du show business grâce à son livre qui dénonce les abus, les paradoxes et les ridicules du monde étrange, agité, mégalomane et futile de la chanson.
mon éditeur. Ce qui l'intéressait, c'est que je n'étais pas un écrivain. D'ailleurs, je me suis fait aider pour ce travail de Mariella Rimini. Comment ça s'est passé? Vous avez recueilli ces idées sur magnétophone Non, j'aime pas travailler avec des machines. J'ai pris des notes. Et quand le texte est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Quand le texte est arrivé, je crois qu'il avait l'air content. Il a corrigé les fautes d'orthographe. Oui, elle est... Comme Mariella est italienne, pour différencier le français de l'italien, elle rajoutait partout des Y et des TH. Elle écrivait pirate avec... Elle écrivait pirate P-Y, R-A-T-H-E. Alors, une de mes grandes obsessions en corrigeant le manuscrit était de rechercher tous les Y. Et j'ai dû enlever même quelques Y qui étaient là légitimement. Dans votre livre, vous réglez quand même quelques comptes avec le show business. Vous écrivez: on est allé jusqu'à me proposer 80 000 francs pour 8 mesures sur un apéritif. Je me suis vu hilar sur une boîte de chocolat. J'ai entendu pétrifier le leitmotiv de Milord chanter les louanges d'une huile de table. J'ai découvert avec stupeur qu'un spectacle radiodiffusé auquel je prêtais ma voix était patronné par une orangeade. Ça, un chanteur n'a pas l'habitude de le dire. Oui, c'est là où j'ai l'air de prendre des risques, mais comme je pense que l'astuce des marchands va bien au-delà de ces attaques verbales et qu'en définitive, ça ne les dérange pas profondément. Et de toute façon, ils viendront vous proposer un contrat en vous disant: tu as bien raison, moi aussi je pense comme toi. Oui, on a la sourde oreille facile. En raison d'un litige portant sur le montant des frais de déplacement effectués en France par nos équipes de reportage, un certain nombre de rubriques d'actualité n'ont pas pu être traitées par nous comme nous aurions voulu le faire pour vous, et c'est pourquoi la présente édition se trouve écourtée. Il pourrait en être à nouveau ainsi dans les jours à venir si le conflit n'était pas résolu. Mesdames et messieurs, notre édition est donc terminée. Je vous souhaite néanmoins une très bonne soirée. Merci.